Patrice, ce soir, on va démystifier la navigation Internet. Donc, tu sais, souvent, les gens vont ouvrir leur navigateur puis ils vont appuyer sur www quelque chose, Enter. Ils sont peu conscients de tout ce qui se passe en background, de comment ça fonctionne. Et on le disait au début de l'émission que cette partie-là risque d'être un peu plus technique. Donc, c'est sûr que même toi, Patrice, il y a des bouts que tu fais comme Hey, wow, 2 minutes, tu me dis, je vais reculer, mais il y a du stock un peu plus lourd. Donc, on va essayer de diviser un peu les sujets. Puis la première chose qu'on va parler dans toutes ces choses-là, on va avoir du vocabulaire. Tu sais, on va parler de DNS, de URL, de domaine, de protocole, de port, de paquets, de segments, de trames, tout ça. Fait qu'on on va, faites-vous-en pas, suivez-moi, on va démystifier chacun de ces termes-là, puis on va essayer de parcourir le chemin du je tape une adresse Internet sur mon clavier ou mon navigateur mobile et je me retrouve avec une page. Puis quand je dis navigateur, ça peut être le navigateur que vous avez sur votre PC, ça peut être le navigateur que vous avez dans votre mobile. Ça peut aussi être ce qu'on appelle un embed, un navigateur encastré qui fait partie d'un IoT, d'une application qui n'a pas en tant que tel un navigateur avec un bouton recul, avance, ainsi de suite, mais qui peut afficher du contenu web via un genre de navigateur dépouillé de ses fonctions inutiles. Comme le thermostat intelligent avec la météo. Exact. On voit pas super bien dans mon image et c'est là que tu te rends compte que des fois, quand je fais mes aides visuelles, j'aurais dû. Oui, Dave, les navigateurs en mode texte aussi, ça existe. Euh, les premiers vocabulaires qu'on va parler, c'est quelques vocabulaires qu'on va utiliser aujourd'hui. Le URL, que tout le monde utilise tout le temps sans vraiment savoir un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire Uniform Resource Locator. Donc, une, c'est une manière uniforme de localiser la ressource, donc les fichiers web que vous allez utiliser, donc que ce soit les images, la page, ces choses-là. Donc, c'est une méthode universelle qui a été inventée il y a très longtemps. On en a parlé, Patrice, dans les débuts de nos émissions. On a le HTTP, qui est le Hypertext Transfer Protocol, qui écoute directement de Tim Berners-Lee. Je Oui, l'ai-tu bien prononcé, Patrice? oui, je pense bien, oui. Oui, qui est l'inventeur du web en tant que tel. On a le HTTPS, qui est le Hypertext Transfer Protocol Secure, donc sécurisé. Tout le monde a appris depuis 2-3 ans que quand on allait sur un site web, il fallait valider qu'on avait le petit S ou, pour ceux qui ne savent pas, le petit cadenas qui nous dit que la connexion est sécurisée. On va rentrer dans les détails tantôt de c'est quoi la différence entre un sécurisé et non sécurisé. On a les DNS, qui sont les Domain Name Server. Faites-vous-en pas. Comme j'ai dit, on va expliquer tout ça. On a le UDP, User Datagram Protocol. Puis on a TCP/IP, qui est le Transmission Control Protocol over Internet Protocol, le TCP/IP, qui est la brique majeure qui soutient tout l'Internet. Nothing is better than. C'est le bout qui manque. Nothing is better than. Je ne me rappelle plus, Dave. Alors, Patrice, la semaine passée, je t'ai parlé que je voulais parler du modèle OSI, puis tu me disais que ça ne te disait pas grand-chose. Bien, As-tu été finalement, creusé? ben, j'ai ouvert mon livre de Network Warrior, puis la première page que j'ai ouvert au hasard, C'est ça, c'était ouais. c'était ça. Donc, j'ai dit, Exact. ben oui, finalement, je sais c'est quoi, c'est juste que je faisais pas le lien, là. Ah oui, Nothing is better than localhost. Oui, oui, Ouais, ça, c'est une vieille joke de geek. Nothing is better than. Puis là, tu as 127.0.0.0 qui veut dire point 1. host, home. Oui. Donc, point 1, c'est ça. Donc, nothing is better than home. Bon, le modèle OSI, c'est un modèle théorique, Patrice. Donc, ce n'est pas un modèle qui est parfaitement utilisé dans le marché. C'est comme un modèle parfait, un modèle sur lequel tous les autres vont se baser pour construire. On utilise plutôt le modèle TCP/IP, mais qui va combiner parfois des couches du modèle OSI dans une seule et même couche. Mais généralement, on parle du modèle OSI ou OSI en anglais. Euh, il y a 7 couches. Donc, on a la couche la plus basse, qui est la couche physique. On a la couche d'adressage. Je vais juste aller à ma prochaine diapo. On a la couche physique, on a la couche du lien des données, on a la couche réseau, la couche de transport, la couche session, la couche présentation, puis la couche applicative.
Et tu vas me dire, mais à quoi sert de connaître ces choses-là? Dans mon travail à moi, c'est particulièrement utile parce que ça me permet de déterminer via un diagnostic à quel endroit ça accroche. Et quand on sait qu'est-ce qui se produit à chacune de ces couches-là, on est capable d'avoir une idée du comportement de que se passerait-il si dans la couche physique, il y a un problème, que se passerait-il si dans la couche de liaison de données, il y a un problème, ainsi de suite. Et donc, on est à même, via des symptômes, de déterminer quelle interface ou quel objet est en cause, quelle problématique, ça nous aide à définir. Parce qu'il y a aussi Et la couche numéro 8, hein, où il y a souvent des codes 16, c'est ça? oui, c'est l'utilisateur. Puis, pour faire une description un peu plus en profondeur de les couches physiques, je vais juste revenir. Non, je vais la laisser là. La couche physique comprend tout ce qui est méthode de transfert de 0 et de 1, donc du binaire. Et là, on parle de réseau token ring, on parle de fibre optique, on parle, je vous donne un exemple, dans le domaine du coaxial, du protocole DOCSIS, donc qui permet de transférer des données over the cable. On a la méthode ADSL qui permettait de transporter des données via un câble téléphonique. Alors, la couche physique, c'est littéralement le modem. Puis là, je dis modem, mais ça peut être une autre interface qui va transmettre le flux de données. Ouais, Jusque-là, ça Dave, code 18, mais moi, j'ai connu des codes 16, c'était encore plus proche, là. a été plus proche. Les codes 16, Dave, c'est les grands moments qui sont sur le bord de l'écran. Salut, VA2XJM. Me reprendre le début à la fin, mais vieux vaut tard que jamais, effectivement. La couche 2, qui est le data link, va transmettre des frames ou des segments, qu'on peut dire. Et dans ces segments-là, va comprendre l'adressage, Patrice, du réseau intérieur. Donc, on s'adresse au WAN, au LAN, à quel endroit on s'adresse, à quelle MAC adresse, le routage va faire partie de cette partie-là. Donc, on va lier l'information à une interface en particulier. La partie network, qui est la prochaine couche, là, on rentre dans le TCP/IP, dans les protocoles de transfert de données et on a besoin de l'adresse IP de où on veut transmettre l'information, puis on va transférer ce qu'on appelle des paquets. Ensuite, on va à la couche de transport. Là, c'est vraiment l'encodage direct de l'information qui va se transformer en protocole avec des flux de contrôle, ces choses-là. On a la couche session. Ça, c'est une des plus importantes. Oui. Quand vous communiquez, exemple, avec votre serveur SMTP de courriel, vous communiquez avec le serveur ou le serveur va ouvrir un canal de communication via le port 465 ou ces choses-là et va permettre l'échange de données. Donc, dans la session, on va parler de protocole de communication. Donc, en quoi tu vas communiquer, si tu as un SMTP, quelle part, ces choses-là. On a la couche présentation qui, elle, sert à prendre l'information puis à la mettre en capsule, donc à l'encoder pour le transfert, puis la couche applicative qui est ni plus ni moins que notre navigateur ou notre programme de courriel ou ces choses-là. Ça va jusque-là? Je n'ai pas perdu personne? Non, ouais, pas de problème. Ouais, cool. Et plus tard, je vais creuser sur certains de ces aspects-là, vous allez voir, là, on va y Oui, revenir. Patrice va Ouais. revenir. Voici à quoi ressemble un paquet TCP/IP. Je vous disais tantôt qu'il y avait une trame, un paquet, puis un segment. Donc, on parle d'une longueur d'environ 1500 bits, un paquet complet. Et dans chaque paquet, si je reviens à ma couche, à chaque couche que je descends en me rapprochant de la couche physique, on rajoute des morceaux à ce petit train-là qui va finalement être envoyé par le modem à la fin. Et ces petits paquets-là comprennent évidemment les données. Vous voyez l'espèce de le petit rectangle qui sont ni plus ni moins, exemple, votre texte, votre vidéo que vous envoyez ou ces choses-là. On a le protocole TCP pour être capable d'encoder tout ça. On a l'adresse IP à qui s'adresse à l'extérieur le paquet. On a l'adresse IP de où provient le paquet.
Puis on a aussi l'adresse MAC de l'émetteur pour être capable de retracer. Vous savez, on n'est pas anonyme sur le net quand on va sur Internet. Ben, l'identité de votre appareil va dans le paquet à lequel vous envoyez sur Internet. Puis, évidemment, dans la trame, on peut avoir l'adresse MAC du destinataire dans certains cas. Elle peut être mise soit juste à la fin ou au départ. Là, Oui, en faut dire, passant, vas-y, vas-y. là, faut dire qu'on est en IPv4 ici. IPv4, moi je suis en IPv6. OK. Vous voyez? Regardez la différence. C'est terrible. Non, non. Je ne rentrerai pas dans qu'est-ce que c'est de l'IPv6 et de l'IPv4 parce que moi-même, je saigne les oreilles quand j'essaie de l'expliquer. Parce que la technologie IPv6 est un peu plus poussée. Où je voulais en venir, Patrice, c'est que quand vous entrez une URL dans le haut de votre navigateur, vous avez le HTTP. Ce HTTP-là, c'est le protocole. Et un navigateur peut utiliser différents protocoles. On peut utiliser le protocole HTTP, qui est pour les pages web. On peut utiliser un protocole FTP, qui est pour des serveurs de fichiers. On peut utiliser différents protocoles, les serveurs RTP pour des flux audio, ces choses-là. Donc, la partie du départ HTTP, qui n'est pas toujours la même, va définir le protocole. Donc, si on revient dans notre image, la partie en haut, ben, on va définir le protocole dans l'URL. Ensuite, on va donner le domaine. Donc, exemple, Facebook est un domaine qui appartient à quelqu'un. Puis à la fin, on a ce qu'on appelle le domaine de haut niveau qui est .com, qui gère tous les .com à travers le monde. Quand vous demandez facebook.com Enter, votre navigateur dans la couche applicative va envoyer une requête. Donne-moi l'adresse de facebook.com. Et l'adresse de facebook.com, elle n'est pas facebook.com. Elle est 107. quelque chose, quelque chose. C'est un chiffre et c'est là que se situe la page web. Donc, quand votre navigateur fait cette demande-là, il va l'encapsuler en mode présentation. Donc, il va descendre dans la deuxième couche. On va prendre ces données-là, on va les mettre dans un paquet, on va dire voici ce que je demande comme info, puis on va s'adresser à un DNS. Patrice, tu vas nous parler de ça tantôt, hein? Oui, vous allez voir, là, j'ai des belles petites Alors, le suggestions. DNS, c'est les Domain Name Server. Ce sont des ordinateurs. Ce sont pour monsieur, madame, tout le monde, là, je vais reculer loin, Patrice. Ce sont je ne me rappelle même plus du nom. Un annuaire téléphonique. Oui, c'est comme un gros bottin. Là. Un gros bottin. Donc, votre navigateur envoie une demande, une requête au serveur DNS en disant peux-tu me dire où est foutu Facebook? Et le serveur DNS va répondre dans les quelques secondes en disant voilà, ton site web est au 107.22.canada. Et le navigateur, sachant désormais à qui s'adresser, renvoie sa demande une deuxième fois à l'adresse indiquée qui est le 107. quelque chose en lui disant, exemple, envoie-moi ton fichier index.html. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est la page web centrale de Facebook. Elle ne s'appelle pas comme ça, là, cherchez-la pas. Mais le système de Facebook renvoie l'information, le navigateur prend cette information-là, et là, dans les premiers fichiers, dans les premiers paquets qu'il va recevoir, il va y avoir une partie qui va être dans le protocole HTTP, qui va être la structure, donc dans comment on définit la page web, quels sont les gros blocs, où est cachée cette information-là, où sont les images, où sont les parties texte à afficher. On va avoir aussi comment afficher l'information. Donc, est-ce que c'est bleu, vert, qu'on appelle les fichiers de feuilles de style? Donc, le site web de Facebook va transférer ça au navigateur qui, lui, va prendre toute cette information-là, va le décompiler, le décoder dans la présentation, la couche 6, et va finir par l'afficher à l'écran. Et là, vous vous retrouvez avec votre page web. Jusque-là, ça va? Personne n'a perdu? Patrice, connais-tu la différence entre UDP et TCP? En fait, oui, puis j'en parle en détail dans OK, ma j'en partie. parlerai pas. C'est bon. Alors, fait que dans les protocoles, il y a deux types de protocoles, UDP, TCP. Patrice va parler de ce détail-là. Ça fait une grosse différence sur comment le paquet est transmis. Est-ce qu'on a un petit policier à la porte qui vérifie versus pas vérifié? Je n'entrerai pas trop dans les détails, mais ça fait la différence entre
certains paquets vont être complets ou d'autres non. Et des fois, ça rend ça compliqué. Il faut savoir que dans le protocole TCP/IP, on a ce qu'on appelle ici, on décapsule une entête TCP/IP. Et dans l'entête, on a plusieurs choses, là. C'est très petit, je m'en excuse, là, mais on a la version, la longueur de l'entête, qu'est-ce qu'on retrouve dedans. On a aussi le time to live. Donc, le time to live, c'est combien de microsecondes ce paquet-là va survivre au réenvoi. Donc, quand on envoie un paquet puis que pour une raison ou une autre, il est perdu dans le mal, ben, le routeur, la couche physique, va tenter de réenvoyer le paquet à nouveau à la personne qui a demandé le paquet. Et il va y avoir un nombre limite de moments à laquelle où l'autre à l'autre bout va dire OK, regarde, ça fait 14 fois que je t'envoie le paquet, on va arrêter ça là parce qu'on ne veut pas tourner en boucle non plus. Parce que Dieu sait, quand on perd des paquets, on se retrouve avec une lenteur. C'est ça. Puis au niveau des routeurs, si je comprends bien, là, s'il y a un paquet qui est perdu, c'est le routeur qui reçoit qui dit Hey, il m'en manque un, renvoie-moi Oui, là. C'est ça. exact. Il fait un contrôle avec le paquet. Il dit j'ai le paquet 1 de 22, il me manque le paquet 1 de 21. Peux-tu me le renvoyer pour pouvoir reconstituer ton image? Il me manque un paquet. Et là, ça se renvoie. Et je veux qu'on porte attention là-dessus. Je ne rentrerai pas dans les détails, Patrice, de ce que tu veux parler, mais c'est super important parce que parfois, les gens, quand vous allez aller sur Internet et que vous allez taper votre site web facebook.com, vous allez dire Oh, mon Facebook est lent. Mais dans votre lenteur, je vous pose la question. Qui est coupable? Votre navigateur qui n'est pas à jour, qui n'arrive pas à, on retourne en arrière, à faire la présentation de votre requête? Est-ce que c'est la partie transport qu'on a des erreurs de protocole dans votre ordinateur au niveau de la carte réseau? Est-ce que c'est au niveau physique, votre carte réseau a de la difficulté? Est-ce que c'est le DNS par où vous demandez où est Facebook qui ne répond pas? Parce que vous savez, quand vous tapez Facebook, Enter, où est Facebook? Ben, s'il ne lui répond pas, la page ne s'affiche pas. Donc, à quel endroit se produit votre lenteur lorsque vous avez un problème Internet? Et là, moi, étant dans mon métier, oui, un mélange de tout parfois, Oui, VA2, oui, c'est oui. clair. Mais Sauf que dans moi, mon je dis tout le temps, métier, moi, je dis tout le temps à mes clients, 95% c'est le DNS, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est- c'est pas vrai. Mais ça joue beaucoup, Patrice, parce que les DNS vont avoir parfois des lenteurs et c'est insoupçonné l'effet d'un serveur DNS qui ne répond pas. Et ce genre de petits détails-là, pour un client qui ne connaît rien en informatique, ce qui est à dire 98,9% de la population, ça se traduit par mon Internet est lent. oui, oui. Mais encore. C'est Mais ça, encore. en fin de semaine, on avait un problème Facebook, moi puis ma conjointe, là, dès que tu commençais à scroller dans Safari, là, les photos commençaient à s'afficher puis ça finissait plus. Puis là, je dis, tabarouette, là, je suis dans Safari, là, je suis sur le web, c'est pas ma connexion Internet. Finalement, c'était Facebook qui avait un problème avec l'application. Ils l'ont corrigé, je pense, hier. Là. Ouais, c'est Euh, ça. Fait que, puis, tu sais, souvent, moi, quand je vais demander pour résoudre un problème, quand j'aide quelqu'un, je vais demander, OK, tu dis que ton Internet est lent, mais peux-tu me décrire les symptômes de ton lenteur? ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par lenteur? Puis, Patrice, je peux te décrire, on pourrait parler pendant 1 heure de façon différente de Internet est lent. Oh, oui. Ils auraient tous des symptômes différents. Genre, j'appuie sur Enter, la page gèle. J'appuie sur Enter, la barre load, puis elle arrête. J'appuie sur Enter, la barre se rend jusqu'au bout, j'ai une page blanche. J'appuie sur Enter, ça me dit tout de suite, vous vérifiez votre connexion Internet. J'appuie sur Enter, j'ai une erreur. Donc, pour une personne, ça se résume tout assez lent, Oui. mais il y a quelque part dans la roue où ça accroche, et c'est là que les couches OSI sont utiles parce que, je te donne un exemple, Patrice, je demande à accéder à Facebook et ça tourne, ça tourne, ça tourne, versus je fais charger un flux RDP. Oui. Je n'aurai pas les mêmes comportements et tout dépendant du problème d'une personne,
je peux me retrouver dans une situation que je ne veux pas gruger ton sujet, Non, 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 mais non, c'est beau. je peux me retrouver dans une situation où mon flux RDP de vidéo, audio fonctionne comme une tonne de briques et quand j'essaie de charger des pages web, ça ne marche pas. Ça ne veut pas loader. Donc, en faisant certains tests puis en connaissant de manière un peu plus approfondie les couches, on arrive à départir. Est-ce que c'est au niveau du navigateur? Est-ce que c'est au niveau du fetching qu'on appelle on essaie de ramasser toutes les images ensemble. Donc là, on implique un moteur de rendu. Est-ce que c'est autour de la mémoire? Parce que là, toutes les fonctions du navigateur sont non fonctionnelles. On ne peut plus cliquer nulle part. Alors, en allant chercher chacun de ces petits détails-là, on arrive à déterminer quelle est la source du problème et à quel endroit ça va accrocher dans ta navigation Internet. Oui. Tu as à dire quelque chose, Patrice? Non, non, on poursuit. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, quand vous allez sur Internet, sachez garder en tête. Qu'est-ce que tu as à dire, Dave? Il y a aussi le manque de ressources disponibles dans l'appareil. Oui, mémoire ou utilisation du CPU, l'utilisation de la connexion par l'ensemble des périphériques connectés. Tu fais bien de le mentionner, Dave. Ça me rappelle. Oups, là, j'ai perdu mon écran, Patrice. Bon, c'est bon. Ça me rappelle une histoire. Je ne rentrerai pas dans les détails de mon travail parce qu'évidemment, je ne veux pas aller dans les détails de mon travail. Mais un jour, on devait tester une connexion Internet, une nouvelle connexion Internet gigabit. Puis, on avait des problèmes à atteindre les vitesses. 200, 300 mégabits seconde. Puis là, c'est comme, mais voyons donc, Colin, c'est supposé marcher. Puis on avait des résultats complètement aléatoires. Des fois, on pognait des scores à 800, 940, 960 mégabits. Puis d'autres fois, on n'y arrivait pas. Et on se rendait compte, à force de tester, que si je prenais Google Chrome, j'avais des résultats pourris, 248, 300 mégabits. Puis quand je m'en allais sur Firefox ou Edge à l'époque qui venait de sortir, je montais ça à 600 à côté. Puis là, j'étais comme, OK, là, il y a une grosse, grosse différence dans la façon que les données sont traitées, demandées, accumulées, dans la façon que la mémoire était gérée. Et à un point tel, Patrice, qu'on s'est rendu compte par les différents tests que si tout dépendant de la machine qu'on utilisait, le nombre de RAM, on avait des résultats qui étaient complètement différents. Et les seuls qui étaient capables d'avoir un résultat constant, no matter what, c'était nos Mac. Oui. On avait un Mac de branché dans notre lab, puis on pesait sur test 940, test 940, test Sur 940. Safari ou sur Firefox? De mémoire, c'était Safari ou Firefox. Ça se peut que ce soit Firefox, là, les détails, mais c'était le seul qui était capable d'aller me chercher à vitesse no matter what. Toutes les autres, dès que tu tombais sur un Microsoft, là tu avais tout plein de paramètres qui embarquaient dans l'équation qui faisaient que, OK, as-tu de quoi qui roule en arrière-plan? C'est quel navigateur tu utilises? Es-tu à jour? Ta mémoire as-tu utilisée? As-tu assez de RAM? Et ça donnait des résultats complètement débiles. Dave, il y a eu un temps aussi que la cache des navigateurs était trop lourde. Oui, Oui. ouais, mais ça, ils mettaient trop en cache d'informations. Puis, ben, évidemment, la mémoire bustait quand tu arrivais dans des sites web qui avaient trop de données, trop d'affaires. Parce que Dieu sait, on n'est plus à l'époque où on télécharge l'image ligne par ligne et le navigateur va généralement attendre d'avoir reçu tout le contenu avant de t'afficher la page. Oui. Ça se passe en microsecondes pour la plupart des gens. Mais dans certains cas, ça peut être problématique parce que s'il y a un script qui va définir, souvent les JavaScript vont définir comment se comporte une page web, ben, s'il y a un script qui n'est pas loadé, la page ne load pas. Bref, on se retrouve avec tout plein d'autres problèmes qu'on ne voulait pas. Donc, tout ça pour dire que les Mac, on s'était rendu compte que l'infrastructure entre la couche, je retourne en arrière, entre la couche transport et la couche physique était jumelée très, très, très près du CPU. Puis on retourne en arrière, là. L'historique lié à ça, c'est que le Mac avait été développé avec le noyau de Next, qui Oui, lui-même avait été développé dans une optique d'être une station de travail universitaire dans un réseau interconnecté. Donc, ça avait déjà pensez été pour. résolu et pensé en fonction de ça, là. Exact. Fait que ça fait une grosse différence dans. Alors, tu comprendras, Patrice, que à partir de cette journée-là, parce que, tu sais, puis là, je vais te dire, c'est plate ce que je vais dire, mais quand tu as des vitesses de base, 20, 30, 40 mégabits,
Tu vois pas la différence. N'importe qui est capable de le faire. Ouais. Mais quand tu commences à monter dans le gigabit et plus, là, tu tombes tranquillement pas vite dans la haute performance où un rien va influencer ton résultat. Fait un peu trop chaud dans ta pièce, ton CPU il throttle parce qu'il est trop chaud, il ralentit sa vitesse. On se retrouve avec des situations où tu n'atteins plus tes vitesses. Donc, on s'est rendu compte ce journée-là, là, je te remonte en arrière, on Ouais, doit c'est être 5-6 ans en arrière. ouais. On venait de complexifier du tout au tout le diagnostic de nos problèmes qu'on pouvait rencontrer parce que là, tout d'un coup, hey, le nombre de questions qu'il fallait poser pour résoudre un problème venait de quadrupler, quintupler du jour au lendemain. Là. Ouais, puis tu savais que dans une option, tu avais moins de questions si c'était un Mac, s'il est à jour, versus si c'est d'autres choses, bien là, il y a un Exact. paquet d'autres facteurs qui peuvent influencer. Là. Fait que dans un processus de résolution, de bien connaître ces couches-là, de bien connaître. On ne demande pas d'aller dans le domaine de l'ingénierie et de connaître chacun des protocoles sur le bout des clés, sur le bout des C'est doigts. comprendre les liens, là, c'est ça. De comprendre les liens puis le comportement qui va se produire si, pour une raison X, Y, Z, à la couche TCP, toute plante, qu'est-ce qui va se produire pour le client? Ben, il va se produire telle affaire dans le navigateur, telle erreur va apparaître, ces choses-là. Donc, on peut faire un lien, puis après ça, aller diagnostiquer un peu plus loin. Pendant C'est un mes, peu mes- ça, Patrice. pendant mes tests de la version 4 de ICAM, il y a peut-être un mois et demi, tu te souviens, on était, je pense, en direct, puis je regardais le niveau d'utilisation du réseau de Twitch. Twitch me donne en temps réel comment se comporte ma connexion, puis est-ce que c'est bon ou non, ou c'est à risque. Et je commençais à tester le multidiffusion, multicanaux, puis je m'apercevais que quand je fermais mes canaux, là, j'en fermais de 2 sur 3, puis je gardais juste Twitch à la fin, j'avais encore un warning, un avertissement Un de Twitch résiduel. qui me disait regarde, t'es rouge, là, t'es vraiment à risque. Puis là, je me demandais pourquoi. Je dis, je viens tout fermer. Là. Puis finalement, en allant voir sur mon routeur les statistiques tout de suite après la diffusion, je me suis aperçu que euh, même si j'enlevais des diffusions, le niveau de bande passante requis par l'application restait pareil. C'est-à-dire que oui, il Oui, cancellait puis il ne mais diffusait plus, mais il gardait ce qu'on appelle le QoS, donc le Quality of Service. Donc, il ouais, y avait une réservation de bande passante qui n'était pas nécessaire, mais qui était là pareil, qui était gérée par certaines couches dans la couche OSI. Et ça, avec l'entente et le routeur, provoquait une surutilisation de mémoire puis tout le reste. c'est ça. Puis finalement, bon, mais le développeur, je pense qu'il a trouvé, il a trouvé le problème quand j'ai envoyé mes stats. J'ai pu y prouver que quand j'avais complètement arrêté l'application, ça avait droppé, puis là, ça recommençait plus bas. Puis finalement, là, ils ont résolu le problème. Il y avait probablement un leak de bande passante qui se passait en Mais arrière-plan qui ça peut faisait être que. aussi niaiseux, Patrice, que comme Ouais. exemple le time to live que je parlais tantôt. Là. Oh, oui, Ben, si ton time to live, je ne sais pas, moi, il est à 6 minutes, puis là, ben, il garde tes sessions ouvertes au cas où tu es en disant OK, ça va aller plus vite si je garde ouvert, ouais, mais ben, ce time to live-là, des fois, ça a l'air niaiseux. Il va dans la programmation, il change le time to live. Merci, bonsoir, on se retrouve dans. Ouais, Dave était avec Linux. Moi aussi, oui. je l'utilise beaucoup. Il est très, très stable, Linux, mais c'est moins vrai depuis le dernier noyau Linux qui a été publié, la version 5.6 ou 6, là, je ne suis plus sûr. Que ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas publié une mise à jour du noyau principal. On voit de plus en plus apparaître des bugs qui n'étaient pas là avant. Ça dépend de la version, de la couleur de Linux que vous utilisez. Mais oui, à l'époque, Dave, de laquelle tu parlais, c'était assez tonne de briques Linux. Oh, et puis on le voit, la majorité des serveurs Roule web là-dessus. sont là-dessus. Là, c'est vraiment optimisé en termes réseautiques, là, c'est clair. Là, c'est un tank, si on peut appeler ça comme ça, comme type de solution. Fait que c'était ça, Patrice, mon petit démystification du comment on navigue, qu'est-ce qui se passe quand on navigue, puis où ça va. Bon, ben moi, je vais aller un peu plus dans le détail de certains des aspects, puis ça m'a rappelé des souvenirs, puis on va regarder ça ensemble sur la partie des ports, la partie de l'adressage et du DNS. La Donc, structure des adresses IP. les Ça, adresses IP.
Ça, Patrice, là, faut que je vous le dise. Tout le monde, je ne le cacherai pas, je travaille pour Vidéotron dans le soutien technique. Et quand on forme les nouveaux qui ont parfois une base en informatique, parfois pas, c'est le moment où le cerveau craque en deux. Oui, Puis oui, là, on ne parle pas d'IPv6, là, parce que IPv6, le cerveau, il fend jusqu'au pied. c'est ça. Mais c'est souvent le moment où les gens ont de la misère. Donc, on va aborder en premier lieu les structures d'adresse, puis on va revenir à ce que Patricia vous expliquait avant. On va rester en IPv4 encore là pour simplifier le tout. Puis ça m'a permis de me remettre dans mes livres et de me dire, ouais, mais pourquoi finalement il y avait ça? Puis là, après toutes ces années, j'ai compris les nouvelles choses, puis c'est correct. Puis des fois, Ah c'est oui, il y des a des affaires qui automatismes qu'on finissent par développe. s'allumer à un moment donné, tu fais comme OK, c'est pour ça. C'était pour ça, c'est ça. Donc, la nomenclature, là, pour qu'on comprenne bien, là, les adresses IP, IPv4 ont comme quatre segments. Donc, par exemple, dans l'adresse 10.0.0.0.0/24, ça permet d'avoir une adresse qui va commencer à 10.00 et de 1 à 254 dans dans le quatrième segment. Donc, le fameux /24, ce qui veut dire, c'est que les 24 premiers bits sont réservés. Donc, la séquence va être possible seulement dans les 8 bits de la fin. Donc, vous voyez que pour le 192.0.2.1, vous voyez en bas chacun des octets qui sont nécessaires pour être capable de composer l'adresse d'un format binaire. C'est ce qui est envoyé d'un ordinateur à l'autre via le modem. Et le fameux /24 veut dire, bien, le 10.00, lui, il va être 10.00, oui, il va être fixe et c'est le dernier zéro qui, lui, pourra changer de 1 à 254. Dans le cas du 10.00/16, ben, on permet maintenant de jouer sur les deux plans, donc les deux de la fin. Et dans le /8, ben, on permet de jouer sur les trois premiers. Donc, évidemment, plus le chiffre est petit, dans le slash, moins il y a de Plus on peut réservations. plus on peut adresser, mais moins on a de flexibilité. Donc, ça C'est dépend ça. dans quel sens on De qu'est-ce regarde. qu'on veut. Puis la raison pourquoi je vous montre ça, c'est qu'on va le voir tantôt. Là. Dans l'assignation des adresses, il y a du /24, il y a du /16. Donc, c'est important de comprendre que ça vient de où pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'il y Patrice, avait. Oui. tu parles-tu de One LAN? Non, pas vraiment. Je vais en parler Ben, brièvement parce vas-y, que oui, c'est oui. capital. WAN et LAN. WAN, Wide Area Network. LAN, Local Area Network. Ce sont deux zones qui sont capitales dans l'adressage IP parce qu'on a des adresses dites locales, puis on a des adresses dites wide qui vont dans l'Internet. Donc, une adresse WAN, c'est une adresse qui est sur l'Internet, donc elle est en dehors de votre réseau. Donc, quand je disais tantôt, où est Facebook? Facebook est au 107. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. C'est une adresse WAN, donc dans le réseau élargi. Et quand on parle d'une adresse, exemple 192 ou une adresse 10, on parle d'une adresse locale, donc on parle de votre réseau à l'intérieur de votre domicile. Donc, à partir de votre routeur, chaque appareil va se voir attribuer une adresse, que ce soit une 192 ou une 10, qui va être le LAN, donc le réseau local, entre appareils à l'intérieur de votre domicile. C'était le C'est fin un de peu mon ça. aparté. Puis on va y revenir parce qu'il y a un certain nombre d'années, ces standards-là ont été établis, évidemment, parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence, qu'une adresse n'est pas disponible à deux endroits Exact. On ne veut différents. pas qu'une adresse LAN soit disponible en WAN. Mais non, sinon, on ne trouvera jamais la personne. Ça va être un coup d'hasard. Là. Donc, dans les adresses réservées, je suis tombé là-dessus et je dis, hey, c'est vraiment cool ça. On va passer à travers une Des liste classes d'adresses, d'adresses. oui, des classes, puis qu'est-ce qui a été déterminé à quoi. Je ne les ai pas toutes mis parce qu'il y en avait beaucoup, mais j'en ai mis quand même pas mal les plus intéressantes. Donc, le bloc de 000/8 est vraiment un bloc original qui est réservé depuis 1981, depuis septembre 81. Et il est réservé pour le fameux RFC. RFC, c'est un protocole numéroté, là, donc le 6890, qui est La établi liste de que tous les protocoles. c'est ça, c'est la liste de tous les protocoles. Ça, c'est le 6890. Et cette adresse-là a été déterminée en 81 comme étant bloquée pour ce protocole-là et ses particularités. Donc, personne ne peut utiliser le 0.0.0.0, sauf dans le cadre du RFC 6890.
Le 10.000 a été réservé encore là pour le RFC 19-18 d'ARPANET. Puis ARPANET, si vous vous souvenez, dans nos premières diffusions, c'était le fameux l'ancêtre de l'Internet qui était par l'armée américaine et par la suite les universités qui se sont greffées. Donc, c'est un bloc qui a été réservé pour le RFC 19-18. Qui aujourd'hui est attribué en LAN exclusivement, donc Oui. au niveau des réseaux privés. C'est ça. Donc, souvent sur vos routeurs, vous pouvez avoir l'option de dire je vais avoir l'adresse qui commence par 10 points quelque chose. Là. Ou 192. C'est ça. Donc, Apple l'offrait sur ses airports. Il y a d'autres aussi fabricants qui l'offrent. Apple, au départ, ouais, ils n'utilisaient que des adresses 10 presque. 10 au départ, c'est ça. C'était comme leur décision d'utiliser cet adressage-là. Ça ne change rien parce qu'au bout du compte, qu'on ait une adresse 192 point quelque chose ou 10 point quelque chose, ça ne change rien. C'est juste qu'il y a une standardisation qui doit avoir lieu à l'intérieur du réseau. Et que ce soit une adresse 192 ou 10, il y a autant de possibilités en termes d'adressage. On s'entend parce qu'on a tout le temps des chiffres de 0 à 254, je crois. C'est ça, oui. Oui, ben en fait, le premier puis le dernier sont réservés. La 255 puis la 1 est réservée pour le broadcast puis tout, mais oui, 253 possibilités pour le premier bit. Le 127, pour revenir à la blague de tantôt, ben le 127.000. C'est home. C'est ça, c'est home, c'est loopback. C'est nécessaire pour... C'est tellement home que c'est sur ta machine. C'est sur ta machine. C'est l'adressage interne. Puis moi, j'ai beaucoup utilisé ça dans le temps. Moi, il y a peut-être quand même une dizaine d'années. Je faisais des installations d'imprimantes et une des façons d'installer une imprimante sur un Mac qui est pour s'assurer qu'elle était facilement configurable via COPS. Si vous vous souvenez bien, sur Unix, ils ont un système interne de gestion d'imprimante et on utilisait la 127.0.0.1 comme adressage de l'imprimante sur un port en particulier. Et ça nous permettait de pouvoir créer cette imprimante-là à l'intérieur du Mac sans passer par les protocoles d'installation standard. Et Patrice, c'est pour ceux qui ont installé comme moi, là je me tape sur les mains, je m'excuse Patrice, j'ai fait ça. Et pour ceux qui ont installé Photoshop piraté, ce que tout le monde a fait dans sa vie au moins une fois, même que Photoshop en riait avec des vidéos qui disaient que c'était trop facile à pirater, dans l'ordinateur d'un PC, on a un fichier qui s'appelle le fichier host, dans lequel est défini à quelle adresse se retrouve le serveur d'authentification ou de validation. Puis il suffisait d'aller éditer le fichier host et de dire, quand tu vas démarrer Photoshop, au lieu d'aller à 107. quelque chose, vérifier si j'ai acheté ma copie, va-t'en à 127.0.0 et là, le système n'était pas capable de valider si c'était une vraie copie et ton Photoshop marchait. Ah oui, c'était aussi simple que ça. Donc, c'est plus le cas. Il y a Dave qui nous dit, perso, je trouve qu'il y a une grande différence entre une classe A et une classe C, évidemment. Là, oui, là, on est dans les détails, dans les fine-tuning, mais oui, oui, Dave. La 224 jusqu'à 239 en /8 est réservée. C'est une classe D. Encore là, il y a un protocole RFC 5771 qui a été décrit là-dessus et autorisé. Et le 240, ils disent que c'est future use, donc une utilisation future, en fonction encore de RFC qui ont été bien définis dans le temps, dans les années 81. Laissez-moi juste... Ici, je pose le bon écran. OK. Donc, les adresses pour les entreprises. Parce que là, il y a des adresses qui ont été assignées à des entreprises. Donc, en 95, il y a AT&T qui a eu l'adresse 12.0.0/8. Donc, ils avaient vraiment le contrôle sur l'adresse 12. C'était AT&T Bell Laboratories qui l'a eu. Et finalement, ça a été réassigné à l'ARIN. ARIN, c'est une des entités qui gère l'adressage sur Internet. Donc, éventuellement, avec le temps, ils ont, une fois que Bell est devenu, AT&T est devenu Lucent, bon, finalement, ils ont laissé aller leur bloc parce que c'était peut-être pas nécessaire. Même si au départ, dans les premières années, les gens pensaient qu'ils avaient besoin de beaucoup d'adressage, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire d'avoir tout ce bloc-là juste pour leur utilisation personnelle.
Le bloc 17, ben, c'est Apple qui l'a et qui l'a toujours. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, je disais à une entreprise, regarde, tu rouvres les ports sur l'adresse 17, puis là, le sysadmin me regardait avec des gros yeux en disant quoi? Oui, oui, pas de danger. L'adresse 17 est réservée à Apple. Tu peux l'ouvrir parce qu'on ne sait pas sur quelle adresse IP le serveur à l'autre bout va nous communiquer un certificat. Donc, rouvre l'adresse 17, puis on est correct. Puis là, il n'était pas sûr. Oh, il fait... tu pourras aller vérifier après ça pour être sûr. L'adresse 19, ben, c'était Ford qui avait ça. Oh, attends une minute, Patrice. Ouais. VA2 nous dit que le bloc 44 est réservé aux radioamateurs dans les applications spécifiques au monde de radioamateurs parce qu'il y a de la communication via Internet au niveau des radioamateurs pour toutes sortes de situations. Et ça a l'air que le bloc 44 leur est réservé. Je ne savais pas ça. Ben, je pense qu'il y en avait un autre aussi, vous allez le voir plus loin parce que il me semble que je l'ai mis, mais oui, effectivement, j'ai vu ça passer, mais je pense que c'est dans l'autre page que vous allez le voir. Là. Parce que ce n'est pas une entreprise, la radio amateur, c'est juste ça qui est la distinction ici. Là, on est vraiment au niveau commercial, mais oui, tu as raison, on va y revenir. Donc, on a Ford qui avait le bloc 19, Cogent Communication qui avait le bloc 38, la Prudential, oui, c'est correct, VA2. C'est correct, VA2, on adore ça. Puis quand j'ai vu ça, je dis, hey, c'est sûr qu'il va me faire un commentaire. Bon, la Prudential Securities. Mais là, on peut voir les premières compagnies qui ont commencé à faire du net. Du net, puis de réserver des adresses. Tu as Mercedes-Benz avec la 53, on a Ford précédemment, US Postal Services pour la 56, Comcast qui était dans les télécommunications, bien évidemment, avec la 73 dans ces années-là. Et. Qui est encore utilisé d'ailleurs. Oh, oui, ben oui. Ça, c'est pas mal à jour en plus. Là, fait que je devrais être pas mal à jour de ce côté-là. On a toute l'armée américaine qui a pris un certain nombre de blocs, évidemment, suite à la création de l'Internet. Eux, c'était déjà réservé des blocs. Dans certains cas, vous allez le voir, c'est des blocs qui ont été réassignés, mais on peut voir déjà la liste de tous les blocs liés à l'armée américaine qui datent des années 94, 93, 91. Là, on va jusqu'à 98 au niveau de la 215. On a par la suite les registres Internet régionaux et Amazon a récupéré le 3, l'adresse 3./8, qui appartenait à General Electric Company, à GE. On a IBM, là on va avoir beaucoup d'informatique qui avait la 9. Puis là maintenant, ça a été remis à Quad 9, qui est finalement, je pense, en charge de ce bloc-là comme compagnie. On va revenir à Quad 9 tantôt. On a, bon, la 13, c'est plusieurs. C'était Xerox qui l'avait dans le temps. Fait que Xerox, c'était aussi un des précurseurs dans le domaine de l'Internet. Pour la 15, c'était HP. HP qui avait la 15 à l'origine. Pas surprenant. Ils étaient tous d'un premier à être très partie prenante dans les débuts d'Internet. Oui. La 16, c'était la fameuse compagnie Digital Equipment Corporation qui a été rachetée par Compaq, puis après ça par HP qui avait le bloc 16. Donc, qui est vraiment dans l'origine de l'informatique et de la micro-informatique. On a le MIT qui avait la 18. Eux avaient déjà prévu de bloquer ce bout-là pour eux. La 25 a été réassignée au UK Ministry of Defense. Fait que, bien évidemment, eux ont voulu avoir suffisamment d'adresses. Et ce n'est pas l'ARN qui la gère pour eux, c'est RIPE NCC en Europe probablement qui gère ce bloc d'adresses-là pour eux, mais il est vraiment réservé à la défense américaine, à la défense du Royaume-Uni. Après ça, bien, on a Stanford, évidemment, si on a la MIT, on a Stanford avec la 36. On a la 44 qui était, bon, c'est ça la VA2X. Radio Digital Communication. Ouais, Radio amateur. Je l'ai mis. Donc, la 44 qui a été réservée effectivement pour ces besoins-là, malgré qu'il y a une section qui a été vendue à Amazon en 2019. Là. Tout ce qui est 44.192.00/10. Donc, le fameux /10, là, ça veut dire probablement c'est les 10 bits. Oui, ben il y a 8 bits dans le premier, 8 bits dans le deuxième, puis une partie du troisième qui est réservée. Donc, tu n'as pas l'entièreté du 192. C'est ça. Donc,
C'est pour le 44. Dans le cas du 52, tu as Dupont. Dupont, une compagnie Hey, dans du le bon. domaine. C'est une compagnie qui Pas du fait chimique. 3M, c'est Dupont, je pense. Là, Mhm. toutes Ouais. donc, dans le chimique, transformation au niveau chimique plastique. On a après ça 53, c'est Delmer AJ qui est Mercedes. Fait que Mercedes était tantôt dans les entreprises. Puis en plus, ils étaient avec Delmer avec la 53. Donc, on dirait que Mercedes Il y avait. avait il y avait du lousse côté adresse. Ben oui, hein, il y avait du choix, beaucoup de choix. La 90, ben, c'est Orange. Euh, euh, Orange a la Mhm. 90.0.0.0/9. Orange est un gros télécommunicateur en Europe, ou en France ou en Europe, là. Mhm. Euh, et finalement, le 192 qui est vraiment réservé aux routeurs locaux, aux réseaux locaux. Donc, tout ce qui est 192 n'est pas autorisé ailleurs que sur des routeurs d'entreprise ou résidentiels, tout comme Dans les réseaux internes, locaux. c'est ça. Donc, ça fait le tour de ce côté-là. Le deuxième sujet que je voulais aborder, ben, c'est les fameux ports, hein. On parlait des ports tantôt, mais on va les regarder un petit peu plus en détail. Puis on parlait c'est quoi TCP, c'est quoi UDP. Mhm. Ben, j'ai un petit tableau qui résume un peu les avantages et inconvénients de chacun de ces ports-là. Donc, le TCP, ben, c'est un protocole qui est orienté sur une connexion qui doit établir une connexion entre deux points avant que la communication ne commence. Donc, Il doit y avoir une ouverture de session par le biais d'une interface et d'un port et d'un protocole. Il doit y avoir une négo. exactement. Versus l'UDP, qui est un protocole sans connexion. Donc, il n'a pas besoin d'établir une connexion dédiée de bout en bout pour que la communication commence. Donc, il peut être en attente de recevoir un message, mais n'a pas besoin d'avoir un avertissement de dire rouvre ton canal pour m'écouter. C'est vraiment, il peut être en attente. Le TCP, ben, c'est un protocole qui est fiable parce qu'il garantit que les données atteignent leur destination. Évidemment, il y a une entente entre les deux bouts, donc il s'assure de pouvoir livrer tout ce qu'il a livré d'un bout à l'autre, versus EDP qui n'est pas fiable. Après l'envoi de données, il n'y a aucune garantie qu'elles atteignent leur destination parce que l'autre bout, il ne sait pas s'il va recevoir ou il n'en recevra Ah, il pas. n'y a pas de communication qui dit je l'ai reçu ou pas. C'est ça. Puis il n'y a pas de retransmission des données perdues. Fait qu'il faut vraiment que tout se rende Non. d'un coup, sinon ça ne fonctionne pas. Le TCP, bien, il est plus lourd, évidemment. Il y a une longueur dans la tête qui est plus longue à cause de ça, pour être sûr que chacun des paquets est bien authentifié puis qu'on sache lequel est dans la séquence. Versus UDP qui est plus léger parce qu'il n'y a pas besoin de cet overhead-là. Là, il est capable de gérer sans ce bout-là. Au niveau du TCP, bien, les données arrivent comme elles ont été envoyées de manière séquentielle. C'est plus du premier arrivé, premier servi, versus l'UDP qui, lui, les données n'arrivent pas dans un ordre précis. Les données qui arrivent en premier seront reçues par le destinataire. TCP, bien, on ne peut pas diffuser, il ne peut pas envoyer de données que de manière bidirectionnelle. Donc, ce n'est pas un protocole de diffusion, c'est vraiment un protocole où Il y a un échange, donc s'il n'y a pas de communication dans les deux sens, no working. c'est ça. Tandis que l'UDP, bien, il peut diffuser parce qu'il peut être à l'écoute puis il n'attend pas nécessairement une ouverture de session, donc ça va lui permettre d'avoir cette capacité-là. Et finalement, ben, le TCP dispose de mécanismes de contrôle d'erreurs étendus. Les paquets vont être réenvoyés s'il n'y a pas d'accusé de réception. Donc, il y a vraiment une garantie de livraison, malgré qu'à un certain moment donné, il y a un time-out puis on va arrêter. Versus UDP qui n'a pas d'accusé de réception. Donc, ça Je ne vais faire une garantit. aparté, Patrice. Vas-y, vas-y. Quand vous rentrez www quelque chose et que vous appuyez sur Enter, les gens se disent OK, mais je fais des tests Internet avec ma vitesse descendante, donc mon download, et ça me dit que j'ai, je sais pas moi, 120, 130, 200 mégabits seconde, donc tout est beau. Mais vous oubliez qu'il y a aussi dans votre connexion Internet une vitesse montante, donc à quel point les choses partent de votre réseau domiciliaire vers l'Internet. Et parfois, cette connexion-là va être très, très lente pour toutes sortes de raisons. Et quand vous appuyez sur Enter en disant montre-moi la page de Facebook, elle va partir par la connexion montante. Et si cette connexion-là, elle est très, très lente, ben, votre requête que vous adressez, comme je disais tantôt, à un Elle est plus longue DNS, à puis arriver. blablabla, Oui. ne part pas. Donc, votre site Web ne peut pas s'afficher.
Et ça fait la différence, Patrice, quand je parlais tantôt dans des situations de diffusion. Si je m'en vais sur un serveur qui diffuse la musique en continu par le protocole UDP, je n'ai pas de flux de contrôle, je n'ai pas de validation si mes paquets, si j'oublie un paquet, le son arrête, ça coupe, ça griche, on s'en fout, ça rentre tout croche, mais je suis capable de valider parce que je ne suis essentiellement qu'en download. Donc, je n'ai pas rien à lui demander. Ouais. Versus affiche-moi tel site web, ben là, j'ai des requêtes qui partent dans les deux sens de manière bidirectionnelle. Et si quelque part entre les deux, ça bloque, ben, il ne peut pas m'envoyer le reste. Et ça, même si j'ai une connexion de la mort au niveau du download. C'est bonne précision. Ça conclut ce bout-là. Essayez la commande Nestat. Oui. Voir Alors, vous pouvez, dans votre ordinateur, si vous utilisez Windows, faire le bouton droit de la souris sur le logo du menu démarrer et aller sélectionner ce qu'on appelle Terminal. Et là, dans Terminal, il va vous ouvrir une page en Linux. On a l'équivalent sur Mac, Patrice, dans la section gestion réseau, c'est ça, comment ça s'appelle? Utilitaire réseau. Utilitaire réseau, oui. On peut taper une ligne de commande et là, si vous tapez netstat, S-T-A-T, j'appuie sur Enter. Et là, ça va me dire toutes les connexions qui sont présentement actives dans mon ordinateur. Donc, actuellement, j'ai une session en TCP sur le 10.0.137 via le port 49437 qui essaie de communiquer avec le 52.226. quelque chose via le protocole HTTPS. La connexion est établie. J'ai un autre qui est actuellement en HTTPS. Il vient de fermer la connexion. J'en ai une qui est en attente sur un autre. Je vois toutes mes connexions actuelles communiquer. Je suis dans l'ordinateur actuellement qui se termine par 137 et comme on est en train de faire une session sur Twitch via eCam, ben, je vois mes paquets passer un après l'autre et ils sont en HTTPS. Ça me réconforte. C'est bon, ça. Donc, c'était les protocoles TCP, TCP et UDP. Maintenant, c'est quoi les ports les plus utilisés? Fait que j'ai utilisé une liste, je l'ai épurée parce qu'il y en a beaucoup. Mais quels sont les ports qu'on utilise Il faut que le je fasse plus? encore un aparté, tu vas me trouver Vas-y. fatigante. Un port, c'est une porte. Et un port, je m'adresse à un endroit particulier dans un appareil. Donc, je m'adresse dans la couche que je vous parlais tantôt, à une certaine section, à un certain programme, à un certain protocole directement. Donc, Patrice, il va parler de différents ports, mais disons qu'on prend le port 80 qui est le port Internet. Bien, quand on transmet un message sur le port 80, ça s'adresse essentiellement à un navigateur. Ouais. Donc, si j'envoie une requête port 80 à mon serveur de jeux vidéo, il va fuck all avec ça parce qu'il ne comprend pas l'info qui vient de là. C'est pas pour lui, c'est pas destiné à lui. Il ne sait pas quoi faire avec. C'est ça. Et il faut comprendre que ces ports-là, il y a une entente tacite, mais ce n'est pas nécessairement, tu sais, quelqu'un pourrait dire, moi, je développe une application, puis j'utilise le port 36204. Oui, même s'il est déjà assigné à d'autres mondes, c'est toi qui vas gérer, puis tu vas peut-être avoir des troubles si tu décides de le faire aussi. C'est ça. Donc, il n'y a pas de monitoring de l'utilisation de ces ports-là, mais il faut être conscient que s'ils sont utilisés ailleurs, ça peut avoir un effet sur le fonctionnement de l'ordinateur ou de d'autres applications. Donc, le port 20 pour du FTP, donc le File Transfer Protocol, quand on veut faire du transfert de fichiers. 20 et 21. Et 20 et 21, là, j'ai mis juste le 20, mais le 20 est le plus utilisé là, dans les deux. Le 23 qui est Telnet, ceux qui utilisent Unix, Linux savent c'est quoi, c'était beaucoup utilisé dans les années 80, même 90. Encore aujourd'hui. C'est encore utilisé aussi pour communiquer avec les serveurs SMTP de courriel et ces choses-là. Là. Oui, puis des fois, pour tester, il y a des appareils qu'on peut brancher sur des réseaux puis qu'on peut aller vérifier via Telnet, l'état, exemple, des imprimantes. J'ai des imprimantes, moi, qu'on va appeler configurer l'imprimante via Telnet directement, au lieu d'utiliser une application Windows ou autre pour être capable d'aller faire des changements. Le SMTP, bien évidemment, c'est le port 25 qui est le port privilégié pour l'échange de courriel. En fait, pour recevoir et aussi envoyer, je pense, le port 25. Le port 25, c'est un port d'envoi. C'est un port d'envoi de notre ordinateur vers le serveur, c'est ça? Exact. Le DNS, bien, quand il y a des requêtes au niveau DNS pour vérifier une adresse, c'est utilisé au niveau du port 53, qui est le port standard.
Évidemment, Internet, tout ce qui est furteur web passe par le port 80 en HTTP, donc non sécurisé, versus sécurisé, ce sera le port 443 sur SSL. Ouais, c'est ça, Telnet est souvent utilisé pour faire Du port scan, oui, tout à Oui, fait. effectivement, c'est un des outils qui peut être utilisé pour faire ça. Kerberos, ceux qui ne connaissent pas, mais en entreprise, c'est un des outils C'est qui très est utilisé, utilisé oui. pour l'authentification. C'est un outil assez sophistiqué d'authentification qui est quand même assez répandu, donc ils utilisent le port 88. Dans le cadre des boîtes courriel POP, c'est le port 110 pour le Qui est port un port 3 entrant. entrant, c'est ça. Donc, pour recevoir nos courriels via ce port-là sur notre réseau. J'ai mis le port de Microsoft là, de ETMAP, qui est un port utilisé par Microsoft sur le 135. IMAP, qui est un autre protocole d'échange d'informations au niveau des Port entrant courriels. aussi, et Ouais, port sécurisé. sécurisé dans ce cas-ci au niveau du 143. Le 443, on en a parlé, c'est l'HTTPS qui est sécurisé. Le 484, qui est Kerberos encore, mais qui est pour la partie vraiment de changer notre mot de passe ou de définir notre mot de passe. Ils utilisent un port particulier, non pas le même port utilisé pour l'authentification. Au niveau SMTP, on a le 465 Port qui est sécurisé sortant SSL. c'est ça. Donc, on a tout le temps deux ports pour du courriel, un entrant, un sortant, selon qu'on envoie ou on reçoit du courriel. Le SMTP, qui est le 587, excusez, là, mon écran est petit, je vais regarder l'autre. Et finalement, LDAP, qui est un autre protocole de Microsoft, en partie de Microsoft, là, mais pour l'authentification d'utilisateurs via, dans leur cas, c'est Active Directory. Là, donc, Oui, ça peut gérer des bases annuaires ou des courriels. c'est ça. Donc, c'est le port 636 qui est utilisé, mais c'est un port qui est sécurisé dans ce cas-ci, donc on a besoin d'un Petit certificat. détail que j'ai oublié, Patrice, tantôt, quand je parlais du 443, ben, j'en ai pas parlé parce que tu en as parlé, mais le SSL, tu sais, quand je disais HTTPS, c'est hyper important parce que quand vous dites à votre ordinateur, je veux voir www Enter, normalement, vous transmettez votre requête sur le port 53 et c'est une requête qui est faite en clair. Et une requête en clair, ça veut dire que s'il y a ce qu'on appelle une attaque de man in the middle, donc quelqu'un qui se met entre votre PC et la requête, il est capable de lire textuellement, sans aucun encodage, que vous avez demandé www.youporn.com. Tandis que le port 443, qui est le port HTTPS, va prendre votre requête, va l'encoder en SSL, donc un algorithme c'est 228 bits de mémoire, et il va Peut-être, oui. encoder cette demande-là, va l'envoyer sur Internet. Donc, même s'il y a un man in the middle, le système ne détient pas la clé, donc il est incapable de décoder quelle était votre requête. Donc, il ne sait pas que vous avez demandé YouPorn. Vous le sachez maintenant. Les ports utilisés, on continue rapidement. Bon, Exchange de Microsoft utilise le port 691. VMware, qui est très utilisé en entreprise au Oui, niveau de la virtualisation de sessions Windows et autres, avec le port 902 pour le serveur. C'est un port unofficial, donc ça veut dire que c'est utilisé, mais ce n'est pas nécessairement c'est une peut-être standard. habitude, mais c'est C'est pas ça. exact, c'est pas Ça peut réservé. peut-être être changé, là, c'est ça. FTP, il y en a deux, le 989 et le 990 pour du FTP, mais sécurisé via SSL. Donc, il y a ces deux ports-là. Même chose pour IMAP et POP. Là, on a les 993 et 995 qui sont utilisés de façon sécurisée comme port. Steam, qui est pour du gaming, c'est le port 1725 qui est utilisé dans le cas de Steam. Je trouve ça intéressant. cPanel, pour ceux qui ont des sites web qui Oui, c'est utilisent vrai. des serveurs souvent Linux, là, moi, dans mon cas, là, c'est ça. C'est le port 2082 qui est utilisé pour communiquer avec le cPanel, qui est finalement l'interface graphique pour être capable de gérer nos adresses courriels, notre base de Base de données. données. C'est ça. Donc, on a accès à tous nos services, souvent Linux, là, sur le cPanel du serveur de notre hébergeur Internet. Le port 2483, pour ceux qui sont avec Oracle comme base de données, c'est un port qui est utilisé de ce côté-là, et le 2484 pour des requêtes au niveau d'Oracle.
Et le 3074 pour Xbox. Donc, probablement quand vous utilisez Xbox Live sur votre PC, c'est ça par là qui est utilisé. Et MySQL, qui est aussi la base de données assez Ouais. répandue sur le web, donc le port 3306 qui est utilisé quand on communique avec. Et finalement, World of Warcraft sur le 3724. Probablement qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ça sur ce port-là. On termine avec PostgreSQL, qui est une autre base de données disponible pour des serveurs web, là, le 5432. Tout ce qui est RFB, VNC Server, donc être capable de prendre contrôle à distance d'un ordinateur avec le protocole VNC ou le serveur VNC, donc c'est 5900. IRC utilise le 6665. Hey, ça me rappelle les souvenirs. Oui, hein, le 106.69. BitTorrent avec le 108.88 et le 69.99 au niveau de l'échange de paquets. QuickTime, quand il y a du streaming qui se fait, c'est le 109.70 qui est utilisé par Apple de ce côté-là. Et Kaspersky, au niveau probablement de la vérification des antivirus ou les définitions, ces choses-là. c'est ça, utilise le port 80, 86 et 87. Et finalement, Backup Exec, qui est un outil de backup utilisé surtout sur Unix et Linux. C'est le port 10 000 qui est utilisé dans ce cas-là. Dans le cas du VPN, quand on fait des connexions sécurisées en VPN, il y a des ports OpenVPN qui est quand même un protocole ou je dirais, un type Un modèle de base. Ouais, de VPN. Utilise dans le cas de TCP 443 parce que ça passe à travers l'Internet, c'est ça. Puis UDP utilise 1194 quand il décide de passer de ce côté-là. WireGuard, qui est un peu plus récent, utilise le 51820 en UDP. Fait que lui, il est vraiment en UDP comme type de protocole d'échange. Le Softfetter, ça, je pense que c'est nouveau, où c'est comme ça va de l'air être une nouvelle tendance en termes de type de VPN. Là, donc, il utilise 3 ports possibles en TCP. On n'utilise pas en UDP. Ouais. Moi, j'utilise plus le port L2TP. On a le IKE V2 qui est un IKE V2, IPsec, puis L2TP. Là, ces trois protocoles-là VPN. Il faut comprendre que souvent, il y a des licences associées à ça. Hein. Les routeurs, vous payez des licences. C'est pas tout le monde qui a ça. SSTP, lui, je pense qu'il n'est pas sous licence. C'est vraiment logiciel. Non, on s'en sert beaucoup dans tout ce qui est requête, exemple IPv6, IPv4, ces choses-là, pour pouvoir passer d'une requête à l'autre quand on a un trouble d'adressage. OK. Donc, c'est ça, le VPN a ses ports en particulier, puis selon le fait que vous avez un routeur qui est compatible ou non, un port sera utilisé ou non. La raison pourquoi c'est important de savoir les ports, c'est que souvent, par défaut, souvent les routeurs ne bloquent pas nécessairement les ports, mais peut-être que certains ont été bloqués par défaut pour une raison ou pour une autre. C'est important de savoir quel port pour après ça aller voir dans nos configurations de routeurs. Est-ce qu'il y a des ports de bloqués qui fait que la communication ne s'établit pas ou peut-être qu'en le changeant, ça pourrait peut-être régler un problème. Peut-être qu'il y a un problème avec un port en particulier. Donc, c'est bon de voir ces options-là sous la main quand c'est nécessaire. Puis il faut savoir, Patrice, que quand on s'en va dans un routeur et qu'on dit, je vous donne un exemple, le port 80 étant le port Internet, le port 80, le routeur va le diffuser à qui a demandé la requête. Donc, il n'y aura pas de redirection à un élément particulier. Par contre, si je décide dans l'ordinateur dans lequel je suis actuellement d'installer un client FTP, un serveur FTP, donc pour être capable de l'accéder de l'extérieur de chez moi, je vais devoir dire à mon routeur, OK, si jamais quelqu'un de l'Internet tape l'adresse IP de Patricia, qui est quelque chose, 2.21, donc je m'adresse au protocole FTP, mon routeur je vais devoir rentrer manuellement une règle de redirection en disant, si tu as une requête qui s'adresse au port 21, redirige-la à l'ordinateur 10.0.0. Whatever, qui est l'ordinateur sur lequel je suis actuellement, qui, lui, va être capable de réagir parce que l'ordinateur sait que les requêtes 21, ça s'en va à un client FTP. Et si mon serveur FTP est ouvert, ben, la requête procède et j'accède à mes fichiers à distance. C'est ça.
Donc, on a de moins en moins à jouer avec nos routeurs, parce qu'on a de moins On en moins surtout d'applications. configure, ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. souvent. Quand on avait du client-serveur avec des applications qu'on installait, qu'on devait échanger avec d'autres applications, c'était plus fréquent. Mais maintenant, avec le web, ça se passe dans le cloud, ça se passe à l'intérieur de Ouais. leur nuage. Puis il y a de Donc, plus en plus de systèmes qui sont en auto-discovery. Donc, exemple de mon FileZilla, serveur FTP, je l'installe à mon ordi. À la seconde où j'ouvre FileZilla, il parle à mon routeur, il dit salut, je viens de m'installer, je serai la personne à qui tu envoies les requêtes 21, puis c'est déjà auto-programmé, le routeur a configuré, j'ai rien à faire. c'est Souvent, ça. c'est comme ça. Oui, c'est ça. Donc, pour conclure, les principaux services DNS, parce que, comme je dis souvent à mes clients, 95 il faut checker le DNS en premier. Ouais. Souvent, ça pourrait être une source de problème. Hum, Dans les routeurs, puis là, je vous donne l'exemple de mon routeur, vous avez la capacité parfois de dire quel DNS vous voulez utiliser parce que par défaut, il va souvent utiliser celui de votre euh, Fournisseur Internet. fournisseur de télécommunications, d'Internet. Et avec tout respect, ce ne sont pas des spécialistes de DNS. Ils offrent un service de DNS, mais c'est rarement le meilleur service de DNS. J'ai déjà vu dans le passé des problèmes avec certains serveurs de DNS où en les changeant, ça réglait mes problèmes carrément. J'ai déjà vu des serveurs DNS désynchronisés qui ne permettaient pas d'accéder à des sites web parce que le Oui, parce que des serveur. fois, ils ne sont pas à jour. Là, C'est ça. il y a des serveurs qui sont ultra performants, dont les serveurs tu vas parler. Donc, tu sais, moi, je donne un exemple. Je viens d'installer mon site web, je viens de m'ouvrir une page web. Ben, il y a une nouvelle adresse qui vient d'être créée dans l'univers qui va être 36 quelque chose, 102, blabla. Ben, ça va être diffusé généralement en dedans de 2 heures au serveur DNS. Et il y a certains serveurs comme ce que tu vas parler qui sont hyper réactifs. C'est tout de suite leur liste est mise à jour. Puis il y en a d'autres qui vont faire des mises à jour un peu plus aléatoirement. Puis des fois, ça peut prendre un peu de temps avant d'avoir Ça l'info. peut prendre des fois jusqu'à une journée ou deux avant d'avoir la mise à jour. Donc, euh, gardez ça à l'esprit. Vos routeurs permettent de changer. Moi, dans mon cas, là, j'ai changé. J'utilisais ceux de Google. Maintenant, j'utilise 1.1.1.1 et 1.0.0.1. Et OpenDNS. c'est ça. Vous allez voir tantôt, là, c'est un des très rapides. Il y a Umbrella dans mon cas parce que c'est un routeur Meraki. Donc, Cisco a son propre service de DNS que l'on peut s'abonner ou utiliser. Dans mon cas, j'aurais pu le prendre. Sinon, on peut utiliser les publics, les Google publics ou carrément ceux qui viennent du fournisseur. Dans le cas du proxy, là, c'est ceux qui viennent directement du fournisseur. Souvent, ce n'est pas recommandé, selon moi. Là. C'est mieux de changer soit à Google, soit à autre chose là, pour aller chercher un petit peu plus de vitesse. Là. Et je rajouterais que dans les cracks informatiques, parce que j'en connais, et méfiez-vous, je ne suis pas une crack informatique, même si je vous donne l'impression d'en savoir beaucoup. Je connais des amis qui ont des serveurs DNS chez eux. Oui, c'est sûr. Ça. Ils ont leur propre serveur DNS, ils ont une tour dans le sous-sol qu'ils ont transformé, puis c'est leur tour qui sert de serveur DNS. Et c'est correct, là. S'ils savent ce qu'ils font, puis ils ont la capacité d'avoir un serveur à jour, il n'y a aucun problème, là. C'est pas des protocoles qui sont fermés et Non? uniquement pour certains fournisseurs, là. Donc, les principaux services DNS gratuits, bon, Cloudflare, qui est finalement l'OpenDNS avec 1.1.1.1 et 1.0.0.1. C'est vraiment des performances impressionnantes. Et je peux vous le dire, là, j'ai vu le Dans les changement meilleurs. entre Google et Ouais. Cloudflare. C'est vraiment rapide. Bon, ils disent qu'il y a des niveaux de confidentialité qui sont stricts en termes d'accès à l'information ou de traçage. Et le forum d'assistance, parce qu'il faut comprendre que c'est des services aussi payants dans certains cas. Donc, si on a besoin de gérer pour une entreprise des adresses DNS, des adresses de sites web, on peut utiliser leurs services pour avoir un meilleur accès au niveau des changements puis des On pourrait redirections. avoir un serveur dédié à nous, mettons. Oui, par exemple. Google a ses propres serveurs. Je l'ai utilisé pendant quasiment une dizaine d'années. C'est très bon, mais là, je pense que Cloudflare a Des vraiment fois, ils sont réussi. inégales dans leur performance. Des Ouais, fois, ils c'est vont avoir ça. des situations exactes. Fait que c'est sûr que c'est solide sur le front de la vie Mhm. privée. La transparence est remarquable, sauf que dans les cas des services payants, il faut que tu connaisses un peu plus ce que tu fais parce que tu as peut-être probablement moins de support ou moins tu n'as pas nécessairement une communauté qui s'entraide pour essayer d'aider à améliorer la façon dont les DNS sont gérés.
Et finalement, Quad 9, qu'on parlait tantôt, là, qui a été racheté ou spin-off, là, si je me souviens bien. Donc, c'est des serveurs primaires aussi et secondaires, donc des niveaux de performance qui sont quand même très rapides, bloquent les domaines malveillants dans leur cas, donc ils font un certain travail de ce côté-là. Et malgré que l'aide est limitée en termes d'installation, donc il faut savoir ce qu'on fait et être pas mal sur la coche là, pour les changements ou les ajustements à faire. Mais tu sais, un serveur DNS, une fois qu'on le fait, on vit avec. Si ça ne marche pas, on les change, mais c'est juste 2 entrées à faire dans notre routeur. Là, c'est 2 adresses. C'est rapide. Il en faut 2 minimum, parce que s'il y en a une qui flanche, on veut avoir un backup. 3, possible qu'on ait 3 si on nous en offre 3, mais c'est rare qu'on va avoir besoin d'un troisième de ce côté-là. Là. C'est quand même assez robuste comme infrastructure. Là. C'est vraiment la. Si les DNS flanchent dans le monde, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis, petit détail, Patrice, chacun des services que tu as mentionnés offre aussi ce qu'on appelle depuis peu des DNS over IPv6. Donc, Ouais, on on a n'a la pas parlé de possibilité de... V6 on n'a pas parlé de V6 On n'en a pas encore, parlé, mais il existe les DNS IPv6 oui, aussi. maintenant. Puis moi j'avais entendu parler il y a longtemps là, que le V6 s'en venait, le V6 s'en venait. Les équipements sont prêts. Souvent, ils gèrent localement en V6, mais on n'est pas encore dans un mode V6 à l'extérieur. Là. Il y a pas vrai. Moi, je suis à 100% IPv6. OK. Mais même avec ton fournisseur Internet Même avec et mon de fournisseur, bout en si je bout. fais si je sors mon adresse, j'ai une adresse IPv6, puis tantôt, j'ai fait un ping sur apple.com, puis Apple me répond IPv6 aussi. OK. Puis y a-tu un avantage à faire ça de notre côté ou? Ben, pour la majorité des clients, je te dirais que il n'y a pas de distinction, donc ça n'a pas d'impact. Mais pour quelqu'un qui est très, très fine-tuning, Oui. une des distinctions entre l'IPv6 et l'IPv4 qui est majeure, c'est que tu as une adresse privée puis une adresse publique. Et l'adresse publique, ben, ça va être ton IPv6 que ton fournisseur te donne. Mais l'adresse privée n'est pas dédiée à un ordinateur. Puis là où je veux en venir, c'est que je vais avoir une adresse IPv6 privée pour mon routage. Puis je vais avoir une adresse IPv6 privée pour chacune des composantes à laquelle je m'adresse. Exemple, mon navigateur Google Chrome a sa propre adresse IPv6. Ma carte réseau a sa propre adresse IPv6. Et là, je n'ai plus besoin de m'adresser à des Mac. Je peux, si je connais Des l'adresse MAC adresses, IPv6, là. ouais, les MAC adresses, je peux m'adresser directement de l'externe à une partie très, 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 très définie de mon ordinateur ou d'une composante de mon ordinateur en tapant l'adresse IPv6 direct sans avoir besoin de définir dans le routeur, OK, ça s'adresse à tel ordi, à telle part, à ces choses-là. Les parts deviennent presque inutiles. C'est pas le cas, là, mais les parts deviennent presque inutiles parce que l'adressage est hyper précis pour tout ce que tu veux faire. OK. C'est bon à savoir. Vois-tu, je ne m'étais pas vraiment posé la question parce que je n'avais pas vraiment de besoin, mais c'est peut-être un petit projet que je vais avoir de dire, hey, on va essayer de Mais tu sais, regarder ça. pour te donner un exemple concret, tu pourrais, dans une caméra avec vision nocturne et détecteur de mouvement, avoir une adresse IPv6 sur le détecteur de mouvement puis une adresse IPv6 sur l'infrarouge OK. et t'adresser via 2 adresses complètement différentes à 2 endroits différents du même appareil. Ça va aussi loin que ça. C'est ça. Dave nous dit que IPv6, ça peut générer des lenteurs quand on essaie d'accéder à des services, des sites qui ne sont Ils pas. sont pas, ouais, Ou ce qu'en ils sont IPv4, là, c'est ça. en IPv4, exact. L'autre chose aussi, Patrice, je ne sais pas si tu allais en parler. Il y a depuis peu aussi, c'est assez nouveau, depuis 1 an ou 2. Il y a ce qu'il y a aussi qui commence à apparaître, et la plupart sont payants, c'est ce qu'on appelle les DNS over HTTPS. Non, il n'en parlait Donc, pas. Ouais. c'est le protocole suivant, ça veut dire que ta requête passe dans un NTPS qui est sécurisé en plus. Moi, je suis abonné à Google One parce que j'avais des Android avant et le service Google One, entre autres, en plus de me donner de l'espace disque, là, de genre j'ai 2 TB de données, j'ai tout plein de services et un des services que j'ai accès au DNS HTTPS over Ethernet. Donc, je peux définir mes DNS en HTTPS sur tous mes appareils et j'ai des adresses HTTPS over Internet en IPv6 aussi disponibles. Et je présume, sans trop me tromper, Patrice, que OpenDNS a exactement le même service. Là, savoir si c'est payant ou pas, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Mais ça existe. C'est encore plus sécurisé. Là, vous rajoutez une couche.
tout le contenu qui sort de vos appareils est complètement anonymisé à partir du moment où il est encrypté. Donc, c'était une émission, assez remplie, assez technique, puis c'est ce qui est le fun parce que moi, ça m'a permis de retourner dans le temps, de dire « Ah ouais, je faisais ça, OK, c'est à ça que ça sert. » Fait que c'est un petit peu ça le but en même temps. Nous, c'est pas juste de dire des choses, c'est aussi de se remettre De dedans puis comprendre, d'apprendre. exact, puis de se Ouais, remettre dans la fait que tête, puis de faire le lien. c'était pas mal agréable. On va passer au dernier segment et ça sera notre conclusion de cette émission qui est quasiment de 2 heures. Donc, on avait beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, on va conclure avec Musique Plus Geek et la diffusion se terminera avec ça. Et juste vous dire que la particularité qu'on aura cette semaine, c'est que c'est un des premiers vidéos qui a utilisé la technologie d'animation et de graphisme fait à partir d'ordinateurs. On parle d'une vidéo des années 85. Donc, c'est quand même, ça date, là, c'était vraiment dans la... vous allez voir, c'est exactement dans ce style-là. Et on a même, en lisant les détails sur la chanson, je me suis aperçu que tabarouette, Sting, il chante dans cette chanson-là en background. Puis dans ma tête, c'était pas Sting, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'était un gros hit. Ça a roulé beaucoup, ça roule encore beaucoup probablement dans certains milieux. Donc, on conclut avec Dire Straits et Money for Nothing. La semaine prochaine, ma gang de vous autres.